Mary se tenait sur le porche, un fusil à la main, lorsque des chariots étrangers entrèrent dans la cour de sa ferme. 3 charrettes, tirées par de robustes chevaux, étaient chargées de caisses et de bâches enroulées. En tête, un homme montait un étalon noir, grand, les épaules larges, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau aux bords relevés. Il tira sur les rênes, s'arrêta à 10 pas du porche et fixa calmement le canon braqué sur sa poitrine. « Madame, dit-il d'une voix égale, je ne cherche pas d'ennui. Je m'appelle James Connor et je suis venu sur mes terres. » Mary serra plus fort la crosse de son fusil. Son cœur battait si fort qu'elle avait fait l'impression que ses côtes et allaient se briser. Elle n'avait pas dormi de la nuit après que le vieux Burton de l'épicerie lui eut annoncé que la ferme avait été vendue. D'abord, Tolly n'y avait pas cru. C'était impossible. Son mari était mort 3 ans plus tôt, lui laissant cette terre, cette maison, cette grange, ce puits, chaque clôture et chaque planche. Elle payait ses impôts, travaillait jusqu'à s'en faire saigner les doigts pour se nourrir et préserver cet endroit. Son endroit, sa maison. C'est ma terre, dit-elle en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. Partez avant que je ne tire. James leva lentement les mains, montrant qu'il ne cherchait pas son arme. Il portait un colt dans un étui usé à la ceinture. Mais il ne fit pas le moindre geste dans sa direction. « J'ai les papiers, dit-il. J'ai acheté cette ferme à William Jackson à Fort Worth il y a 2 semaines. J'ai payé le plein prix, tout est légal, passé devant notaire. Je ne veux pas vous effrayer, madame, mais cette terre est à moi maintenant. William Jackson. » Ce nom frappa Mary comme une gifle. Jackson avait été l'associé de son défunt mari, Thomas. Ils faisaient des affaires ensemble, achetaient du bétail, négociaient des livraisons. Après la mort de Thomas, Jackson était venu plusieurs fois, proposant son aide, disant qu'il avait des relations, qu'il pouvait arranger la vente des récoltes. Mary avait refusé. Elle ne voulait rien devoir à personne, surtout pas à cet homme au regard fuyant et au sourire trop large. Et maintenant, il avait vendu sa maison. « Et il n'en avait pas le droit, » souffla Mary. « Cette terre appartenait à mon mari, et maintenant à moi. Jackson ne pouvait pas la vendre. » James descendit lentement de cheval, gardant les mains bien en vue. Il sortit une liasse de papiers, pliée de la poche intérieure de sa veste, et la tendit. Il est écrit que la terre appartenait à Thomas Harris et William Jackson en tant que copropriétaires. Après la mort de Harris, le droit de propriété a été transféré à Jackson. Il pouvait la vendre à qui il voulait. Je ne suis pas juriste, madame, mais le notaire a certifié ces documents. J'ai payé un prix honnête. Mary baissa son fusil. Pas complètement. Elle le tenait encore, le canon vers le bas, mais ses doigts tremblaient. Copropriétaire. Elle n'en avait jamais rien su. Thomas n'en avait jamais parlé. Il avait toujours appelé la ferme la nôtre, disant que c'était leur maison, leur avenir. Avait-il pu lui cacher que la moitié de la terre appartenait à quelqu'un d'autre? « Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Thomas n'aurait jamais. » Mais sa voix se brisa. Car Thomas aurait pu. C'était un homme bon, mais parfois trop confiant. Il croyait aux transactions honnêtes et aux poignées de main franches, à la parole d'un gentleman qui valait plus que n'importe quel papier. Jackson aurait pu le convaincre de signer n'importe quoi, en lui promettant des bénéfices ou des facilités. Et puis, quand Thomas était mort d'une pneumonie cet hiver-là, Jackson avait simplement tout pris. James fit un pas de plus, tendant les papiers. Mary ne les prit pas. Elle regardait cet homme, son visage calme, buriné et hâlé, ses yeux gris où ne se lisait ni moquerie ni malice. Seulement de la fatigue et une sorte de regret. « Et je ne savais pas que quelqu'un vivait ici, dit-il. Jackson m'a dit que la terre n'était vacante. J'ai vérifié les documents, ils étaient en règle. Je suis un fermier, madame, pas un bandit. Je voulais commencer une nouvelle vie ici
élever du bétail, planter du blé. J'ai des hommes avec moi, ajouta-t-il en désignant les chariots, où 3 hommes observaient la scène en silence, qui ont besoin de travail. Je ne voulais blesser personne. Mais vous l'avez fait, dit Mary, et sa voix se brisa enfin. Vous m'avez pris ma maison, je n'ai plus rien. Mon mari est mort en ne me laissant que cette terre. Et maintenant vous dites qu'elle est à vous. Que suis-je censé faire? Où dois-je aller? Elle détestait que sa voix tremble, que les larmes lui montent aux yeux. Elle détestait que cet étranger la vouait ainsi, faible, impuissante, acculée. Ces 3 dernières années, elle avait tenu bon. Elle avait travaillé jusqu'à l'épuisement, réparé les clôtures, rapiécé le toit, cultivé des légumes, et les avait vendus en ville. Elle n'avait demandé d'aide à personne, ne s'était jamais plainte, n'avait jamais pleuré. Elle était forte. Mais maintenant, face à cet homme avec ses papiers et sa voix calme, elle sentait tout s'effondrer. James resta silencieux, la regardant. Puis il replia lentement les documents et les rangea dans sa poche. « Laissez-moi le temps de réfléchir, dit-il. Je ne vous chasserai pas aujourd'hui. Nous allons installer notre camp près du ruisseau et y passer la nuit. Nous reparlerons demain. » Mary releva un peu son fusil. « N'espérez pas que je parte si facilement. C'est ma maison. Jackson vous a trompé autant que moi. »« C'est possible, » admit James. « Mais pour l'instant, j'ai les papiers et vous non. La loi est de mon côté, que cela vous plaise ou non. » Il se retourna et se dirigea vers son cheval. Mary le suivit du regard, serrant son fusil si fort que ses jointures blanchirent. Elle voulait tirer, pas sur lui, juste en l'air, pour montrer qu'elle y était sérieuse, qu'elle ne laisserait personne lui voler sa vie si facilement. Mais ses doigts ne lui obéissaient pas, et elle avait une boule dans la gorge. James monta à cheval et fit un signe à ses hommes. Les chariots firent demi-tour et se dirigèrent lentement vers le bout du champ, où un ruisseau coulait derrière un vieux saule. Mary resta sur le porche jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue, puis elle abaissa son fusil et s'assit sur les marches. Ses mains tremblaient, tout son corps tremblait. Elle pensait à Jackson, à ses sourires et à ses promesses. Elle pensait à Thomas, qui lui avait fait confiance. Elle pensait à cet étranger, James Connor, qui était arrivé avec ses hommes et ses documents, croyant acheter une terre vide. Elle pensait au fait qu'elle n'avait vraiment aucun papier pour prouver son droit sur la maison. Thomas ne s'était jamais soucié de ces choses-là. Il croyait que leur mariage et leur vie commune étaient une preuve suffisante. Mais la loi ne fonctionnait pas ainsi. Cette nuit-là non plus, Mary ne dormit pas. Assise à la table de la cuisine, elle fouilla dans les vieilles lettres et les notes de Thomas, essayant de trouver la moindre chose qui pourrait l'aider. Mais il n'y avait que des factures, des listes de courses, quelques notes sur la météo et les récoltes. Rien d'officiel, rien qui puisse contrer les documents de James. À l'aube, elle entendit frapper à la porte, un coup léger, presque poli. Mary prit son fusil et alla ouvrir, sachant déjà qui était là. James se tenait sur le porche, tenant un petit paquet enveloppé dans un tissu. Il ôta son chapeau, révélant des cheveux couleur de bois vieilli, légèrement grisonnants sur les tempes. « Bonjour, madame, » dit-il. « Je vous assure que je vous ai apporté le petit déjeuner. J'ai pensé que vous n'aviez probablement pas mangé hier. » Mary regarda le paquet, puis lui. Elle n'avait en effet rien mangé. Son estomac était noué, et la simple pensée de nourriture lui donnait la nausée. Mais maintenant, face à ce simple geste, elle sentit quelque chose bouger en elle. Pas de la gratitude. Elle ne pouvait pas être reconnaissante envers l'homme qui lui prenait sa maison. Mais autre chose. De la perplexité peut-être. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle. « Parce que vous avez l'air de n'avoir ni dormi ni mangé, » répondit-il simplement.
et parce que j'ai besoin de vous parler. » Mary hésita, puis s'écarta pour le laisser entrer. James entra lentement, regardant autour de lui. La maison était petite, mais bien entretenue. Des murs en bois recouverts d'une peinture blanche qui s'écaillait par endroits. Des meubles simples, une table, quelques chaises, une armoire, un lit dans un coin derrière un rideau. Au mur, des napperons brodés que Mary confectionnait durant les longues soirées d'hiver, pour ne pas sombrer dans la folie de la solitude. Au-dessus de la cheminée, une photo encadrée. Thomas et Mary, jeunes, le jour de leur mariage, tous deux souriants, pleins d'espoir. James regarda la photo et détourna les yeux. « J'ai passé une nuit blanche, » dit-il en posant le paquet sur la table. « J'ai réfléchi à votre situation et à la mienne. J'ai payé cette terre avec tout ce que j'avais, madame. Chaque centime que j'ai économisé ces 5 dernières années. J'ai travaillé dans des ranchs, convoyé du bétail, abattu des arbres pour rassembler cette somme. Je rêvais d'avoir mon propre lopin de terre, où je pourrais construire quelque chose. » Mary s'assit à table, posant son fusil à côté d'elle. « Et alors? Vous voulez que je vous plaigne? »« Non, » répondit James en s'asseyant en face d'elle. « Je veux que vous compreniez. Nous sommes tous les deux victimes du même homme. Jackson nous a trompés tous les deux. Il m'a vendu une terre qui appartenait pour moitié à votre défunt mari, sans me dire que sa veuve y vivait. Et il vous a laissé sans toit, sans vous prévenir que la terre serait vendue. Cela ne change rien au fait que vous avez les documents et pas moi, » dit Mary amèrement. « Non, cela ne change rien, » admit James. « Mais je ne peux pas simplement vous mettre à ça la porte. Ce ne serait pas juste. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que l'on pourrait faire, et je n'ai trouvé qu'une seule solution. » Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. Il avait des yeux étranges, gris comme un ciel d'orage, mais on y lisait une honnêteté difficile à feindre. « Restez, » dit-il enfin. « Restez ici. La maison est à vous, je ne la réclamerai pas. Mes hommes et moi, nous installerons notre camp près du ruisseau. Nous y construirons des abris temporaires. Nous travaillerons la terre. Nous sèmerons. Nous élèverons le bétail. Vous vivrez ici, comme avant. Et quand nous aurons la première récolte et vendu le bétail, nous partagerons les bénéfices à part égale. Ensuite, nous verrons ce qu'il faudra faire. » Mary le dévisagea, n'en croyant pas ses oreilles. « Avez-vous perdu la tête? Vous avez payé cette terre avec tout votre argent, et maintenant vous me proposez de me laisser la maison et la moitié des bénéfices? Je propose de trouver une solution équitable, » répondit James. « La loi est peut-être de mon côté, mais ma conscience ne me permettra pas de vous jeter à la rue. Ma mère disait toujours, « Si tu veux dormir tranquille, ne fais rien dont tu auras honte le lendemain. » Mary resta silencieuse. Elle ne savait que dire. Une partie d'elle voulait refuser, chasser cet homme, trouver un moyen de récupérer sa terre par la justice. Mais une autre partie, plus raisonnable, plus lasse, comprenait que c'était peut-être sa seule chance. Elle n'avait pas d'argent pour un avocat. Elle n'avait pas d'amis influents. Tout ce qu'elle avait, c'était cette maison et ses souvenirs. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle de nouveau, plus doucement. « Nous sommes des étrangers. Vous ne me devez rien. » James se leva, prit son chapeau sur la table. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-il. « Et parce que je sais ce que c'est que de tout perdre. Je ne veux pas être la cause du malheur de quelqu'un d'autre. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Réfléchissez à ma proposition, madame. Je serai près du ruisseau si vous décidez de parler. » Quand la porte se referma derrière lui, Mary resta immobile, fixant le paquet sur la table. Lentement, elle défit le tissu. À l'intérieur, il y avait des galettes fraîches, un morceau de viande rôtie et quelques pommes.
Un repas simple mais préparé avec soin. Elle prit une galette et mordit dedans. Elle était encore tiède. Et c'est alors que Mary pleura, pour la première fois en 3 ans. Pas de chagrin, pas de désespoir. Pour autre chose, qu'elle ne pouvait nommer. Pour le fait que dans ce monde cruel où des escrocs volent des maisons et où la loi protège les papiers, plutôt que les gens, il se soit trouvé un homme pour lui offrir non pas la charité, mais la justice. Elle pleurait, mangeait et pensait que peut-être la vie n'était pas encore finie. Mary observait son reflet dans le vieux miroir au-dessus du lavabo. Ses cheveux blonds, autrefois couleur de blé et brillants au soleil, semblaient là maintenant délavés, rassemblés en un chignon serré sur sa nuque. Quelques mèches rebelles tombaient sur ses tempes. Elle paraissait plus âgée que ses 28 ans. La peau tannée, par endroits burinée par le vent. Des cernes sous les yeux dues aux nuits blanches. Les lèvres sèches, gercées, les mains calleuses. Elle passa ses doigts sur sa joue, se souvenant comment Thomas aimait l'embrasser là, disant que sa peau était plus douce que des pétales de pommier. Maintenant, dans le miroir, elle ne voyait plus la jeune fille qui s'était mariée 7 ans plus tôt. Elle voyait une femme qui avait travaillé pour deux pendant 3 ans pour survivre. Une femme qui avait oublié ce qu'était le repos. Elle défit ses cheveux, les peigna avec un peigne en bois et les tressa en une natte. Puis, elle s'enfila une chemise propre en cotonnade délavée et une longue jupe vert foncé qu'elle gardait habituellement pour ses déplacements en ville. Si elle devait aller trouver James Connor pour parler de l'avenir, elle devait au moins avoir l'air digne. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il lui avait proposé de rester. 3 jours que Mary avait passé à réfléchir, à peser toutes les options possibles. Elle pouvait aller en ville, essayer de trouver le shérif ou un juge. Raconter ce qui s'était passé. Mais elle savait que sans document, ses paroles ne valaient rien. Jackson avait tout prévu. Les papiers étaient en règle, les sceaux apposés là où il fallait. Elle pouvait essayer de trouver du travail en ville, louer une chambre, recommencer sa vie. Mais elle avait 28 ans. Elle était une veuve sans éducation, sans relation. Quel travail pouvait-elle faire? Blanchisseuse, domestique, peut-être dans un saloon? Cette pensée lui arracha un sourire amer. Non. Mieux valait accepter la proposition de cet homme étrange qui lui laissait sa maison alors qu'il avait le droit de la chasser. Elle sortit de la maison au petit matin, quand l'air était encore frais et que la rosée formait une brume argentée sur l'herbe. La ferme s'éveillait avec elle, un coq chantait près du poulailler, une vache meuglait dans son enclos, réclamant la traite. Mary passa devant le potager où poussaient en rang des tomates, des haricots et des courges, puis descendit le sentier vers le ruisseau. James et ses hommes ayant établi leur camp sous les vieux sols. 3 tentes en toile, un foyer de pierre, des cordes tendues entre les arbres sur lesquels séchaient des chemises et des couvertures. 2 hommes étaient assis près du feu, sirotant du café dans des tasses en fer blanc. Le 3e réparait un harnais, accroupi près d'un des chariots. James n'était pas parmi eux. L'un des hommes, jeune, avec une barbe rousse et des taches de rousseur sur le nez, leva la tête et vit Mary. Il se leva rapidement, ôtant son chapeau. « Bonjour, madame » dit-il avec un léger accent irlandais. « Vous cherchez le patron ?»« Oui » répondit Mary, s'efforçant de parler d'une voix égale. « Où est-il » ? « Il est parti inspecter les clôtures du fond » répondit le 2e homme, plus âgé avec une barbe grise sur les joues. Il a dit qu'il serait de retour pour midi. « Voulez-vous un café, madame ?»« Nous avons une tasse en plus. » Mary voulut refuser, mais l'odeur du café était trop tentante. Elle n'en avait pas fait depuis 1 semaine, économisant les grains. « Merci, » dit-elle en s'asseyant sur une bûche près du feu. L'homme roux lui versa du café d'une cafetière noircie et lui tendit la tasse. Mary l'entoura de ses paumes, sentant la chaleur. « Je m'appelle Patrick O'Malley », se présenta-t-il.
Et voici Hank Wilson, et là-bas, près du chariot, c'est Charlie Brown. Nous travaillons avec James depuis 2 ans. Mary Harris, répondit-elle, mais vous le savez sans doute déjà. Hank hocha la tête, regardant le feu. James nous a raconté ce qui s'est passé. Une sale histoire, madame. Ce Jackson est un vrai serpent. Il vous a trompé, vous et nous. Vous ne saviez pas que la ferme n'était pas vide? Demanda Mary. Non, madame, répondit vivement Patrick. James nous a montré les documents. Il était écrit que la terre était libre. Nous n'aurions jamais accepté de chasser une femme de chez elle. Nous ne sommes surtout pas ce genre d'homme. Mary but une gorgée de café. Il était fort, un peu amer, mais il l'a réchauffé de l'intérieur. James a dit que vous pouviez rester, continua Hank. C'est la bonne décision. Nous allons nous construire un abri ici, près du ruisseau. Il ne nous en faut pas beaucoup. 4 murs et un toit. Nous sommes habitués à une vie simple. Mary regardait ces hommes, fatigués, burinés par le vent, vêtus de vêtements rapiécés et de bottes usées. Ils étaient comme elle, de simples travailleurs qui se cassaient le dos pour un morceau de pain et un toit sur la tête. Pas des bandits, pas des vauriens, juste des gens qui avaient eu la malchance de se retrouver mêlés à une histoire qui n'était pas la leur. « J'ai accepté sa proposition, » dit-elle doucement, « s'il est toujours d'accord. » Patrick sourit, et les taches de rousseur sur son nez se plissèrent. « James n'est pas du genre à revenir sur sa parole, madame. S'il a promis quelque chose, il le fera. » Ils restèrent assis en silence, buvant leur café et écoutant le crépitement du feu. Mary se sentait étrangement, comme une invitée dans sa propre maison. Mais en même temps, ces hommes ne se comportaient pas en envahisseurs. Ils étaient polis, réservés, ne la regardaient pas avec avidité ou mépris, comme certains hommes en ville. Simplement des travailleurs qui attendaient leur patron. James apparut vers midi. Quand le soleil était déjà haut et que les ombres des arbres étaient moins courtes. Il menait son cheval par la bride, le visage couvert de sueur. En voyant Mary près du feu, il s'arrêta, puis s'approcha lentement, lâchant les rênes. « Bonjour, Madame Harris, » dit-il en ôtant son chapeau. « Vous venez avec une réponse ?» Mary se leva, redressant les épaules. Elle sentait que tous les hommes la regardaient, attendant ce qu'elle allait dire. Elle plongea son regard dans celui de James, ses yeux gris et honnêtes, et hocha la tête. « J'accepte vos conditions. La maison reste à moi, vous travaillez la terre, et nous partageons les bénéfices à parts égales. Mais je veux être clair. Je ne resterai pas les bras croisés. Je travaille sur cette ferme depuis 3 ans, et je connais cette terre mieux que quiconque. Je travaillerai à vos côtés. » James hocha lentement la tête. « Je n'en attendais pas moins, madame. Vous êtes peut-être la maîtresse des lieux, votre parole a du poids. Nous vous consulterons pour toutes les décisions. » Et une autre chose, ajouta Mary, je veux que vous sachiez que je n'accorde pas ma confiance facilement. Vous semblez être un homme honnête, monsieur Connor, mais j'ai vu assez de visages honnêtes qui cachent des menteurs. Si vous me trompez, je ne pardonnerai pas. James ne détourna pas le regard. Je ne vous trahirai pas, Madame Harris, je vous donne ma parole. Il se faisait efface et un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais dense, chargé d'électricité. Mary sentit son cœur battre plus vite et s'en voulut. Elle ne devait rien ressentir d'autre que de la méfiance. Cet homme était toujours un étranger qui était venu sur sa terre, avec des documents lui donnant droit à tout. Mais il lui avait proposé de rester. Et cela changeait tout. Les jours suivants furent consacrés au travail. James et ses hommes commencèrent à construire un abri près du ruisseau. Ils abattaient des troncs, enfoncèrent des poteaux, posaient un toit de planches et de toiles. Mary les observait depuis la fenêtre de la cuisine, pétrissant la pâte à pain et pensant à quel point il était étrange de voir des hommes étrangers sur sa terre. Mais ils travaillaient en silence, sans bruit inutile, sans la déranger.
Seulement le soir, quand le soleil se couchait derrière les collines, elle entendait leur voix près du feu, des conversations à voix basse et parfois des rires. Chaque matin, James venait à la maison, frappait à la porte et demandait si elle avait besoin d'aide. Mary refusait. Elle avait l'habitude de se débrouiller seule. Mais un matin, alors qu'elle essayait de réparer la porte cassée du poulailler et qu'une planche refusait de se mettre en place, James s'approcha simplement, prit le marteau de ses mains et enfonça les clous lui-même. Rapidement, précisément, sans un mot de trop. « Merci », dit Mary, ressentant une étrange irritation. Elle n'aimait pas qu'on fasse son travail à sa place. « De rien, madame », répondit James avant de retourner vers le ruisseau. Quelques jours plus tard, il arriva avec un sac de céréales et demanda s'il pouvait ensemencer le champ du fond avec du blé. Mary accepta. Le champ était en jachère depuis 1 an, elle ne pouvait pas le travailler seule. James appela ses hommes, et ils commencèrent à labourer la terre, guidant la charrue derrière les chevaux. Mary se tenait près de la clôture, les regardant travailler, le dos courbé, les chemises trempées de sueur, les mouvements réguliers et assurés. James travaillait comme les autres, ne restait pas en retrait, ne donnait pas d'ordre de loin. Il était l'un d'entre eux. Ce soir-là, Mary leur apporta le dîner, une marmite de haricots en sauce, du pain et une cruche de lait. Elle posa le tout sur une souche près du feu et voulut partir, mais Patrick l'arrêta. « Madame, ne partez pas. Asseyez-vous avec nous, dînez. C'est vous qui avez cuisiné, il serait juste que vous mangiez aussi. » Mary hésita, puis s'assit à sa place habituelle sur la bûche. Hank servit les haricots dans des bols, Charlie coupa le pain, et ils commencèrent à manger en silence. Seul le crépitement du feu, le bruit des cuillères contre le fer blanc et le lointain ululement d'une chouette brisaient le silence. James était assis en face d'elle, mangeant lentement, levant parfois les yeux. Chaque fois que leurs regards se croisaient, Mary se détournait rapidement. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était si mal à l'aise. C'était sa terre, sa ferme. Elle avait le droit d'être assise là. Mais quelque chose dans sa présence faisait battre son cœur plus vite. Et cela l'agaçait. « Les haricots, ce sont délicieux, madame, » dit Patrick en s'essuyant la bouche avec sa manche. « Meilleur que tout ce que nous avons mangé en route. »« Ça, c'est ma mère qui m'a appris à cuisiner, » répondit Mary. Elle disait qu'un bon repas peut sauver une vie dans les moments difficiles. « Une femme sage ?» nota Hank. James posa son bol et regarda Mary. « Madame Harris, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Demain, j'irai en ville acheter du bétail. Nous avons besoin de vaches, peut-être de quelques cochons. Je voulais vous demander si vous vouliez venir avec moi. Vous connaissez les marchands locaux, vous savez qui vend de bons animaux et qui est un escroc. » Mary réfléchit. Elle connaissait en effet tout le monde en ville, savait à qui s'adresser et qui éviter. Mais un voyage avec James signifiait passer une journée entière avec lui, et cette pensée la troublait étrangement. « D'accord, » dit-elle enfin. « J'irai, mais nous partons tôt, à l'aube. La route était longue. »« Je serai prêt, » acquiesça James. De retour à la maison, Mary resta longtemps assise à la fenêtre, regardant le feu de camp en contrebas. Elle pensait au voyage du lendemain, à ce que diraient les gens en ville en la voyant avec un inconnu. Elle pensait à James, à sa voix calme, à la façon dont il travaillait sans relâche, à son regard sérieux et sans moquerie. Elle pensait qu'il y a 3 ans, elle avait perdu son mari et avait décidé de ne plus jamais faire confiance aux hommes. Et maintenant, cet homme avait bouleversé sa vie, lui avait pris sa maison et la lui avait rendue. Elle ne savait pas quoi faire de tout ça. Mary s'approcha du miroir, défit sa natte et regarda de nouveau son reflet. Ses cheveux blonds se répandirent sur ses épaules et à la faible lueur de la lampe, il paraissait presque blanc. Elle passa une main dans ses mèches,
se souvenant comment Thomas aimait jouer avec ses cheveux, disant qu'ils étaient comme de la soie. Mais Thomas était mort, et la vie continuait. Mary se coucha, tira la couverture jusqu'à son menton et ferma les yeux. Demain serait un autre jour. De nouveaux soucis, de nouvelles décisions. Et à ses côtés, il y aurait désormais un homme qu'elle ne connaissait pas une semaine plus tôt. Elle espérait seulement ne pas regretter son choix. Mary se réveilla avant l'aube, avant même le premier chant du coq. Elle se lava le visage à l'eau froide de la cruche, tressa ses cheveux en une natte serrée qu'elle enroula autour de sa tête, la fixant avec des épingles. Elle enfila une simple chemise en lin de couleur sable et une jupe sombre en laine épaisse, celle qui ne craignait pas la poussière de la route. Par-dessus, elle jeta un vieux gilet en cuir de Thomas, qu'elle avait ajusté à sa taille après sa mort. Le gilet était pratique, avec des poches pour les petites choses et assez chaud pour la fraîcheur du matin. Quand elle sortit sur le porche, James attendait déjà près du chariot. Il avait attelé 2 chevaux, de robustes baies qui se tenaient tranquillement, agitant parfois la queue. James portait une chemise grise propre, par-dessus laquelle il avait enfilé un long cache-poussière en toile cirée. À sa ceinture pendait son colt, et dans le chariot reposait une carabine recouverte d'une bâche. « Bonjour, Madame Harris », la salua-t-il alors qu'elle s'approchait. « J'ai pris des provisions pour la route. Le chemin est long. » Mary hocha la tête et monta sur le siège du chariot. James s'assit à côté d'elle, prit les rênes et fit avancer les chevaux. Ils s'engagèrent sur la route étroite, longeant les champs en direction de la piste qui menait à la ville de Fort Worth. La première demi-heure, ils roulèrent en silence. Le ciel à l'est commençait à s'éclaircir, se teintant de bandes orangées et roses. L'air était frais, sentant l'herbe et la rosée matinale. Au loin, des oiseaux chantaient, s'éveillant avec le monde. Mary regardait la route, les collines et les bosquets familiers, essayant de calmer les battements de son cœur. Elle n'était pas allée en ville depuis 2 mois, évitant les rencontres avec les gens qui la regardaient avec pitié ou curiosité. La veuve Harris, cette femme seule qui s'accrochait obstinément à sa ferme, c'est ce qu'il pensait d'elle. Elle le savait. « Vous avez grandi ici ?» demanda James, rompant le silence. Mary sursauta tirée de ses pensées. « Non, je suis arrivée il y a 7 ans quand j'ai épousé Thomas. Avant, je vivais dans le Missouri, dans une petite ville au bord d'une rivière. Mon père tenait une quincaillerie. Il vendait des outils et de la farine. Comment avez-vous rencontré votre mari ?» Mary resta silencieuse un instant, se remémorant. Ses souvenirs étaient encore douloureux, mais moins vifs qu'avant. Thomas était venu chez nous acheter des outils pour la ferme. Il est entré dans la boutique de mon père, et j'étais en train d'aider à ranger les marchandises sur les étagères. Il était si lumineux. Il souriait, plaisantait, racontait des histoires sur le Texas, sur les vastes étendues et la liberté. Il disait qu'ici, un homme pouvait construire sa vie s'il n'avait pas peur de travailler. Je suis tombée amoureuse de lui en 3 jours. 1 mois plus tard, nous étions mariés. Et il m'a emmenée ici. Il dit, vous ne l'avez pas regretté. Mary le regarda. À la lumière de l'aube, son visage semblait plus doux, les rides de fatigue autour de ses yeux plus profondes. Non, la vie était dure, mais j'étais heureuse. Thomas était un homme bon, trop confiant peut-être, mais bon. James hocha la tête, regardant la route. Je comprends. Mon père était comme ça aussi. Il croyait au meilleur chez les gens. C'est ce qui l'a perdu. Mary sentit dans sa voix quelque chose de douloureux, de non cicatrisé. Que s'est-il passé? James hésita, comme s'il se demandait s'il devait raconter. Puis il se mit à parler lentement. Mon père avait un ranch dans le Colorado, petit, mais à lui. Il a emprunté de l'argent à la banque pour agrandir son affaire, acheter plus de bétail. Le banquier lui a promis des taux raisonnables.
a dit que tout serait honnête. Mais quand le moment de payer est arrivé, il s'est avéré que les intérêts étaient 3 fois plus élevés que ce que mon père pensait. Des petites lignes dans les documents qu'il n'avait pas lus. Nous n'avons pas pu rembourser la dette. La banque a saisi le ranch. Mon père s'est pendu dans la grange 1 semaine plus tard. J'avais 16 ans. Mary se figea, ne sachant que dire. La douleur dans ses paroles était si palpable, si vive, comme si cela s'était passé la veille et non des années auparavant. « Je suis vraiment désolé, dit-elle doucement. « Ce n'est rien, répondit James. C'était il y a longtemps. Je vous ai raconté ça pour que vous compreniez. Je sais ce que c'est quand on vous prend votre maison, quand la loi et les papiers comptent plus que la vie humaine. C'est pour ça que je ne pouvais pas simplement vous chasser. Je ne veux pas être comme ce banquier. » Mary le regardait, et quelque chose en elle changea. Elle commençait à comprendre cet homme, à voir non pas un étranger venu sur sa terre, mais quelqu'un qui portait son propre fardeau de douleur et essayait de vivre selon sa conscience. « Et votre mère ?» demanda-t-elle. « Morte de la fièvre quand j'avais 10 ans. Après la mort de mon père, je suis resté seul. J'ai travaillé là où je pouvais, dans des fermes, des scieries, j'ai convoyé du bétail. J'ai économisé, rêvant d'avoir mon propre lopin de terre. Je pensais que quand je le trouverais, tout irait bien. Mais la vie s'est avérée plus compliquée. » Ils continuèrent dans leur route, et le soleil s'éleva, inondant la route de sa lumière dorée. Le chariot grinçait, les sabots des chevaux claquaient en rythme. Mary pensait à la similitude de leurs histoires. Tous deux avaient perdu des êtres chers. Tous deux avaient été confrontés à l'injustice. Tous deux essayaient de survivre dans un monde qui n'avait aucune pitié pour les faibles. « Merci de m'avoir raconté, » dit-elle. « Je sais que ce n'est pas facile. » James la regarda et esquissa un sourire. Pas large, juste du coin des lèvres. « Vivement, vous m'avez aussi parlé de votre mari. » Je pense que c'est juste. Ils arrivèrent en ville vers midi. Fort Worth était une ville de pionniers typiques. Une large rue principale bordée de bâtiments en bois. Des boutiques, des saloons, le bureau du shérif, une église sur la colline. Chariots et cavaliers se déplaçaient dans la rue, soulevant la poussière. Sur les trottoirs, la foule s'amassait. Fermiers, marchands, femmes avec des paniers, enfants courant d'entre les jambes des adultes. Mary se sentit se crisper. Elle voyait les gens se retourner, la regardant elle et James. Elle vit Madame Parker de la boutique de couture donner un coup de coude à sa voisine et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Elle vit le vieux Burton, celui-là même qui lui avait parlé de la vente de la ferme, sortir de sa boutique et les fixer avec une curiosité non dissimulée. James arrêta le chariot près de l'enclos à bétail à la lisière de la ville. C'est là que se rassemblaient les marchands de chevaux, de vaches, de cochons. L'odeur de fumier et de sueur se mêlait à la poussière. Des nuées de mouches bourdonnaient. Mary sauta du chariot, épousseta sa jupe et avança sans attendre James. Elle savait où aller. « Sam Turner », dit-elle quand James l'eut rejointe. « C'est un marchand honnête. Il vend de bons animaux à un prix juste. Tenez-vous à l'écart de Frank Holloway. Il vous vendrait une vache malade en jurant qu'elle est en bonne santé. » James hocha la tête, la suivant. Mary sentait sur elle les regards des hommes, évaluateurs, curieux. Elle releva le menton, regardant droit devant elle. Sam Turner était un homme trapu avec une moustache épaisse et un visage bienveillant. En voyant Mary, il sourit largement. « Madame Harris. Ravi de vous voir. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue en ville. Comment vont les affaires vers la ferme ?»« Ça va, Sam, » répondit Mary. « Voici James Connor. Nous cherchons du bétail. Il nous faut 2 vaches laitières et quelques cochons. » Sam jaugea James d'un regard expert, puis se tourna de nouveau vers Mary. « Vous êtes ensemble. »« Nous travaillons ensemble, » répondit Mary fermement.
ne lui laissant aucune place à la spéculation. Montrez-nous ce que vous avez. Sam les conduisit aux enclos, où se trouvaient entre les vaches. Mary fit le tour des animaux, examinant attentivement chacun d'eux. Elle vérifiait les dents, l'épi, regardait la peau, la façon dont la vache se tenait et se déplaçait. James se tenait à côté, observant en silence. Mary choisit 2 vaches, toutes 2 jeunes, en bonne santé, avec de bons pis. « Celles-ci feront l'affaire », dit-elle à James. « Ça m'en demande trop, mais je sais qu'il est prêt à baisser le prix si on négocie. » James sourit. « Alors, négociez. Vous connaissez bien mieux les coutumes locales que moi. » Mary se tourna vers Sam et entama la discussion. Elle était dure mais juste. Elle soulignait les petits défauts des animaux, citait les prix d'autres endroits, rappelait à Sam qu'elle y était une cliente régulière. Sam résista, mais finit par céder, baissant le prix de 10%. Mary hocha la tête. Et James compta l'argent. Alors qu'il quittait l'enclos, menant les vaches achetées, James dit à voix basse « Vous négociez mieux que n'importe quel homme que j'aie connu. » Mary eut un petit rire. « Et pendant 3 ans, j'ai acheté et vendu tout ce dont la ferme avait besoin. J'ai vite appris, sinon on m'aurait escroqué dès le premier jour. Ils achetèrent 3 cochons à un autre marchand. Cette fois encore, Mary négocia et gagna. James n'intervint pas, se contentant de payer une fois l'affaire conclue. Mary voyait comment il la regardait, avec respect et quelque chose d'autre, qu'elle ne pouvait définir. Une fois tous les achats se terminés et le bétail attaché au chariot, James proposa « On pourrait passer au saloon prendre à manger. La route du retour est longue et nous n'avons rien mangé depuis ce matin. » Mary voulut refuser. Les saloons n'étaient pas des endroits pour les femmes convenables. Mais son estomac gargouilla traîtreusement et elle hocha la tête. Ils entrèrent dans Stamlasiyetia, l'un des rares saloons de la ville où l'on servait de la nourriture décente, et pas seulement du whisky. À l'intérieur, il faisait frais et sombre, après le soleil éclatant. Quelques hommes étaient assis à des tables, buvant de la bière, jouant aux cartes. Derrière le comptoir, le barman essuyait des verres. En voyant Mary, il haussa un sourcil mais ne dit rien. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. James commanda 2 steaks avec des pommes de terre frites et du café. En attendant, Mary balaya la salle du regard. Et c'est là que son regard tomba sur une silhouette familière au comptoir, William Jackson. Il leur tournait le dos, parlant au barman, mais Mary l'aurait reconnu n'importe où. Les larges épaules, le costume cher, la chaîne de montre en or sur son gilet, l'homme qui avait vendu sa maison, l'homme qui avait détruit sa vie. Le sang lui monta à la tête. Mary serra les poings sous la table, sentant la rage monter en elle. Elle voulait se lever, s'approcher de lui crier dessus, le frapper. Mais au lieu de cela, elle resta assise, fixant son dos, et respira lentement, profondément, essayant de se calmer. James remarqua son regard et se retourna. Il vit Jackson, son visage se durcit. « C'est lui ?» demanda-t-il doucement. « Oui », murmura Mary. James se leva. « Attendez ici. » « Qu'allez-vous faire ?» Mary lui attrapa la main, lui parlait. Calmement. Il dégagea sa main et se dirigea vers le comptoir. Mary le regarda s'approcher de Jackson et lui toucher l'épaule. Jackson se retourna et une expression de reconnaissance mêlée à une légère irritation apparut sur son visage. Mary n'entendit pas ce qu'ils se disaient, mais elle vit leur visage changer. James parlait à voix basse, mais avec tension. Jackson répondait nonchalamment, haussant les épaules, souriant. Puis James dit quelque chose d'autre, et le sourire disparut du visage de Jackson. Il se redressa, posa la main sur le comptoir comme s'il allait s'en servir pour frapper. Mais James ne recula pas. Il se tenait droit, regardant Jackson dans les yeux, sa main reposant sur la crosse de son colt. Le barman intervint, dit quelque chose.
Jackson cracha par terre, se retourna et sortit du saloon en claquant la porte. James resta un instant immobile, puis revint à la table. « Que lui avez-vous dit » demanda Mary quand il s'assit. « Je lui ai dit que c'était un escroc et un menteur, qu'il vous avait volé votre maison et m'avait vendu la terre sans dire la vérité, que si la loi était juste, il serait en prison. » Et qu'a-t-il répondu? James se versa de l'eau de la carafe sur la table et but. Il a dit que tout était légal, que les documents étaient consignés et certifiés, que si je n'étais pas content, je pouvais le poursuivre en justice, mais qu'il ne me rendrait pas l'argent. Il a dit que c'était les affaires, rien de personnel. Mary sentit la colère monter de nouveau en elle. Rien de personnel, il m'a pris ma maison. Je sais, dit James doucement. Je le lui ai dit. J'ai dit qu'il avait détruit la vie d'une femme pour le profit. Il s'est contenté de rire. Mary baissa la tête, se couvrant le visage de ses mains. Elle se sentait impuissante, écrasée par l'injustice du monde. Jackson avait gagné, et il ne ressentait même aucune culpabilité. Une main chaude se posa sur son épaule. Mary sursauta et releva la tête. James la regardait sérieusement, et dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, mais de la compréhension. « Il a gagné selon la loi, dit-il, mais nous gagnerons dans la vie. Nous ferons de cette ferme un lieu prospère. Vous resterez dans votre maison. Et lui, il vivra en sachant qu'il est un voleur. C'est la meilleure des vengeances. » Mary le regarda et sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Pas de l'amour, pas encore, mais de la gratitude, du respect. Une confiance naissante. « Merci », murmura-t-elle. On leur apporta leur repas, et ils mangèrent en silence. Le steak était dur, les pommes de terre trop salées, mais Mary s'en moquait. Elle avait faim, elle était fatiguée, et à côté d'elle était assis un homme qui l'avait défendue, sans rien attendre en retour. La route du retour fut plus calme, le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes rouges et violettes. Le bétail suivait docilement le chariot, les vaches meuglant doucement, les cochons grognant. Mary était assise à côté de James, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, dit James, alors que la ferme apparaissait au loin. Sans vous, j'aurais payé le double. Vous vous êtes bien débrouillé aussi, répondit Mary. Avec Jackson, tout le monde ne se serait pas levé pour défendre une femme qu'il connaît à peine. Et vous n'êtes pas une inconnue, dit James, regardant la route. Nous sommes partenaires, et les partenaires se protègent mutuellement. Mary ne dit rien, mais au fond d'elle, quelque chose répondit à ces mots. Partenaire. C'était peut-être la réponse. Peut-être n'avait-il pas besoin d'être ennemi ou étranger. Peut-être pouvait-il trouver un moyen de vivre ensemble, de travailler ensemble, de construire quelque chose de nouveau. Quand ils arrivèrent à la maison, Patrick, Hank et Charlie sortirent pour les accueillir, les aidèrent à détacher le bétail et à le conduire dans les enclos. Mary sauta du chariot, les jambes engourdies par le long voyage. Elle s'étira, se massant le dos, et sentit soudain un regard sur elle. Elle se retourna. James la regardait, et il y avait quelque chose de chaud, de dos dans ses yeux. Il détourna rapidement le regard, prit un sac de provisions dans le chariot. « Bonne nuit, Madame Harris, dit-il. Merci pour votre aide. »« Bonne nuit, Monsieur Connor, » répondit Mary. Elle se dirigea vers la maison, et à chaque pas, elle sentait que quelque chose changeait, quelque chose d'important, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Mais les changements étaient inévitables. La pluie commença au milieu de la nuit. Mary se réveilla au son des gouttes qui tambourinaient sur le toit. Et sa première pensée fut pour la récolte. Les tomates et les haricots du potager étaient presque mûrs. Et une forte averse pouvait les abîmer, transformer des semaines de travail
en une bouillie de feuilles et de fruits écrasés. Elle sauta du lit, jeta une vieille couverture sur ses épaules et se précipita sur le porche. La pluie tombait à verse. Dans l'obscurité, Mary ne voyait presque rien. Seules les lueurs des éclairs illuminaient par intermittence la cour, révélant des arbres courbés par le vent et des torrents d'eau coulant sur le sol. Elle devait faire quelque chose. Couvrir les plates-bandes, les protéger d'une manière ou d'une autre. Mais seule, elle n'y arriverait pas. Mary dévala les marches, se retrouvant instantanément trempée jusqu'aux os. L'été eau froide coulait dans son cou, ses cheveux collaient à son visage. Elle courut vers le potager, trébuchant dans le noir, et tenta de tendre une bâche qu'elle gardait dans la grange sur les plants de tomates. Le vent lui arrachait la toile des mains. La pluie lui fouettait le visage au point qu'il était difficile de respirer. « Madame Harris !» La voix perça le bruit de la pluie. Mary se retourna et vit, dans un nouvel éclair, James qui courait vers elle. Il était sans chapeau, sa chemise collée à son corps, et il tenait une autre grande bâche. « Que faites-vous ici ?» cria Mary, essayant de couvrir le vacarme de l'orage. « La même chose que vous, » répondit-il en s'approchant. « Tenez ce bout !» Ensemble, ils commencèrent à tendre la bâche sur les plates-bandes. James était plus grand et plus fort. Il attacha rapidement les coins de la toile au piquet, que Mary utilisait pour tutorer les plantes. Puis ils passèrent à la plate-bande suivante, travaillant vite, en silence, comme une seule équipe. Mary lui passait les cordes, James faisait les nœuds. L'eau chaude coulait sur leurs visages. Leurs doigts glissaient. Mais ils ne s'arrêtaient pas. Quand la dernière bâche fut tendue, ils se tenaient là haletant, au milieu du potager inondé. L'orage ne faiblissait pas, mais au moins une partie de la récolte était maintenant protégée. « Merci », souffla Mary en essuyant l'eau de son visage. « Je n'y serais pas arrivé seul. »« J'ai vu de la lumière à votre fenêtre, puis je vous ai vu sortir en courant, » répondit James. « J'ai pensé que vous aviez besoin d'aide. » Un éclair frappa tout près, et dans sa lueur, Mary vit son visage, mouillé, fatigué, mais avec un léger sourire. Quelque chose se serra en elle, mais elle mit cela sur le compte du froid et de la fatigue. « Entrons dans la maison, dit-elle. Vous êtes trempé jusqu'aux os. Vous allez attraper froid. »« Vous aussi, » remarqua James. Ils coururent vers le porche, sautant par-dessus les flaques. Mary ouvrit la porte en grand, et ils entrèrent en trombe, apportant avec eux des flots d'eau. Elle referma rapidement la porte et s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. La maison était sombre. Seule la faible lueur de la lune filtrait par les fenêtres entre les éclairs. Mary trouva des allumettes sur la table et alluma une lampe à pétrole. Une lumière chaude inonda la cuisine, révélant les flaques d'eau sur le sol et 2 personnes trempées jusqu'aux os. Mary regarda James. Sa chemise collait à sa poitrine, révélant un corps robuste et musclé. Ses cheveux étaient plaqués sur son front, dégoulinant d'eau. Il se tenait au milieu de la cuisine, ne sachant manifestement pas quoi faire, et ressemblait à un gamin surpris par la pluie. « Enlevez votre chemise », dit Mary en sortant une vieille serviette d'une armoire. « Je vais vous donner quelque chose de sec. » James hésita. « Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, madame. Ne soyez pas stupide, » le coupa Mary, sentant ses joues rougir, mais s'efforçant de parler fermement. « Vous êtes trempé jusqu'aux os. Un rhume ici peut tuer plus vite qu'une balle. Enlevez-la. » Elle se détourna pour lui laisser le temps de se déshabiller et se dirigea vers un coffre dans le coin où elle gardait les affaires de Thomas. Elle ne l'avait pas ouvert depuis 3 ans, mais maintenant, elle en sortit une chemise en grosse toile de coton et un pantalon. Ils étaient trop grands pour elle, mais pourraient convenir à James. Quand elle se retourna, tenant les vêtements, James se tenait près du poêle, enroulé dans la serviette. Mary se figea un instant, regardant ses épaules nues, larges, couvertes de vieilles cicatrices. «
tracée d'un dur labeur et d'une vie difficile. Elle détourna rapidement le regard et lui tendit les vêtements. « C'était à mon mari, je pense que ça vous ira. » James prit la chemise, la regarda, puis regarda Mary. « Vous êtes sûr ?»« Sûr. Il n'en a plus besoin, mais vous en avez besoin maintenant. » Il hocha la tête et commença à s'habiller, se détournant de nouveau. Mary prit une autre serviette et commença à s'essuyer les cheveux. Ils étaient complètement défaits. Des mèches mouillées tombaient sur ses épaules. Sa propre chemise lui collait au corps et sa jupe était lourde de seaux. Elle aussi devait se changer, mais elle ne pouvait pas le faire tant qu'un homme était dans la maison. « Je vais allumer le poêle », dit James en boutonnant sa chemise. Elle était un peu juste aux épaules, mais dans l'ensemble, elle lui allait bien. « Vous devez vous réchauffer. » Il s'approcha du poêle, ouvrit la porte et commença à y mettre du bois. Mary regardait ses mains bouger, avec assurance, avec habitude. Bientôt, le feu prit et la chaleur commença à se répandre dans la pièce. « Asseyez-vous près du feu, » dit James. « Je vais faire du thé. »« Vous ne devriez pas. » Madame Harris, il se tourna vers elle. Et sa voix était ferme. « Vous tremblez. Asseyez-vous. Je trouverai le thé moi-même. » Mary s'assit sur une chaise près du poêle. Car elle tremblait effectivement. Le froid s'était infiltré jusqu'aux os, et maintenant que l'adrénaline était retombée, elle se sentait épuisée. James trouva la théière, y versa de l'eau chaude de la cruche et la posa sur le poêle. Puis il trouva une boîte de thé et des tasses. Ils restèrent assis en silence, écoutant le grondement de l'orage dehors, le crépitement du bois dans le poêle, le sifflement de l'eau qui commençait à bouillir. Quand le thé fut prêt, James versa 2 tasses et en tendit une à Mary. Leurs doigts se frôlèrent un instant, et Mary sentit la chaleur de sa peau. Elle retira vivement sa main et serra la tasse entre ses paumes. « Merci, » dit-elle doucement. James s'assit en face, sur une autre chaise, tenant sa tasse. Il regardait le feu, et la lumière des flammes jouait sur son visage, adoucissant ses traits. « Vous travaillez bien, » dit-il après une pause. « Vite, avec précision. On voit que vous avez l'habitude de vous débrouiller seul. »« J'ai dû apprendre, » répondit Mary en sirotant son thé chaud. Il lui brûlait la langue, mais la réchauffait de l'intérieur. Quand Thomas n'est mort hier, personne n'est venu m'aider. Les voisins ont présenté leurs condoléances, puis ont disparu. Tout le monde était occupé par ses propres affaires. J'ai compris que je ne pouvais compter que sur moi-même. C'était difficile. Mary réfléchit. Difficile. Ce mot ne décrivait même pas un dixième de ce qu'elle avait traversé. Le premier hiver, j'ai cru que j'allais mourir, dit-elle honnêtement. Les provisions étaient maigres. La neige atteignait la taille et je ne pouvais pas sortir chercher du bois. J'ai brûlé tout ce que je pouvais, de vieux meubles, des planches de clôture. Je ne mangeais presque que de la bouillie de maïs et des haricots secs. Quand le printemps est arrivé, j'étais un squelette. Mais j'ai survécu. Et j'ai décidé que je ne serais plus jamais faible. James la regardait avec une telle expression que Mary se sentit mal à l'aise. Dans son regard, il y avait de l'admiration, mêlée à autre chose. De la tendresse, peut-être. « Vous êtes la femme la plus forte que j'aie jamais rencontrée, » dit-il. « La plupart auraient abandonné. Ceux qu'on s'est partis auraient cherché une vie plus facile. Mais vous êtes restés. Vous vous êtes battus. » Mary détourna le regard, sentant ses joues brûler. Elle n'était pas habituée aux compliments, surtout de la part d'hommes. « Je n'avais simplement pas le choix, » murmura-t-elle. « On a toujours le choix, » objecta James. « Vous avez fait le bon. » Ils finirent leur thé en silence. L'orage commençait à se calmer, la pluie se transformant en une fine bruine.
James se leva, posa sa tasse sur la table. « Il est temps que j'y aille. L'aube ne tardera pas, et je dois voir comment vont nos animaux. Merci pour le thé et les vêtements. »« Je vous les rendrai lavés ?»« Ce n'est pas la peine, » dit Mary en se levant aussi. « Gardez-les. Je n'ai plus besoin de ces choses. » James la regarda longuement, puis hocha la tête. « Comme vous voudrez. Bonne nuit, Madame Harris. Bonne nuit, Monsieur Connor. » Quand la porte se referma derrière lui, Mary resta debout au milieu de la cuisine, fixant la tasse vide sur la table. Elle se souvenait comment ils avaient travaillé ensemble sous la pluie, comment il l'avait aidée sans qu'elle le demande, comment il s'était occupé d'elle si naturellement, comme s'il la connaissait depuis toujours. Elle se souvenait de sa voix, de ses mains, de son regard. Et pour la première fois en 3 ans, Mary pensa que peut-être, vivre seule n'était pas la seule façon d'exister. Les semaines suivantes furent remplies de travail. Il fallait récolter, nourrir le bétail et s'en occuper. Construire une nouvelle clôture dans le champ du fond. Mary travaillait du matin au soir, et James et ses hommes travaillaient à ses côtés. Ils s'étaient répartis les tâches, tacitement, naturellement. Mary s'occupait du potager et des poules, trayait les vaches, préparait les repas. James et les hommes labouraient les champs, semaient le blé, réparaient la grange qui penchait d'un côté. Chaque matin, James venait à la maison, frappait à la porte et demandait ce qu'il y avait à faire ce jour-là. Mary faisait une liste et ensemble, ils décidaient qui ferait quoi. C'était un système étrange, inhabituel, mais qui fonctionnait. Mary ne se sentait plus seule. Elle se sentait faire partie de quelque chose de plus grand. Parfois le soir, quand le travail était terminé, James restait près de la maison, aidant Mary à trier les légumes pour les conserves ou à réparer quelque chose. Il parlait du temps, des prix au marché, des plans pour la saison suivante. Mais parfois, les conversations devenaient plus profondes. James racontait les endroits où il avait été, les gens qu'il avait rencontrés, comment il avait travaillé dans les mines d'or en Californie et avait failli mourir de la dysenterie. Mary parlait de son enfance dans le Missouri, de sa mère qui lui avait appris à coudre et à cuisiner, de son petit frère qui s'était noyé dans la rivière à l'âge de 8 ans. Elle ne savait pas pourquoi elle lui parlait si facilement. Peut-être parce qu'il ne la jugeait pas. Il ne faisait qu'écouter. Peut-être parce qu'il était lui-même prêt à s'ouvrir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à éplucher des épis de maïs, James dit « Vous savez, j'ai longtemps cherché un endroit où je pourrais m'installer. Un endroit que je pourrais appeler ma maison. Je pensais que quand je le trouverais, je le saurais tout de suite. Mais je ne l'ai pas su, pas tout de suite. Et quand l'avez-vous su ?» demanda Marie sans lever les yeux de son maïs. « Quand je vous ai vu pour la première fois, debout sur le porche avec un fusil à la main, » répondit-il simplement, si furieuse et si effrayée à la fois. J'ai pensé, voilà la vie, la vraie, sans fioriture. Et j'ai eu envie d'en faire partie. Mary se figea, l'épi de maïs suspendu dans ses mains. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il pouvait l'entendre. « Monsieur Connor, James, la corrigea-t-il, juste James. Nous travaillons ensemble depuis plus d'1 mois. Je pense que nous pouvons nous passer des formalités. » répéta Mary, et son nom sonnait étrangement sur ses lèvres, intime, personnel, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Il continua d'éplucher son maïs, comme s'il n'avait rien dit d'important. Je voulais juste que vous le sachiez. Je suis heureux d'être venu ici, même dans de telles circonstances, parce que je vous ai rencontré. Mary resta silencieuse. Elle ne savait pas comment réagir à ces mots. Une partie d'elle voulait se lever et partir, se cacher dans la maison, fermer la porte et ne plus jamais sortir. Une autre partie voulait se tourner vers lui, le regarder dans les yeux et lui dire qu'elle aussi était heureuse, que sa présence avait rendu sa vie moins vide, qu'elle se réveillait le matin en se demandant si elle le verrait aujourd'hui,
si elle entendrait sa voix, mais elle ne pouvait pas. C'était trop tôt, trop effrayant. « Je vais y aller », dit-elle en se levant et en laissant tomber le maïs par terre. « Je suis fatiguée. Bonne nuit. » Elle partit sans se retourner, mais elle sentit son regard dans son dos. En entrant dans la maison, elle ferma la porte et s'y adossa, essayant de calmer sa respiration. Que lui arrivait-il? Elle ne pouvait pas ressentir quelque chose pour cet homme. Il était venu sur sa terre, lui avait pris sa maison, même s'il la lui avait rendue ensuite. Ils étaient des étrangers, des partenaires de travail, rien de plus. Elle avait eu un mari qu'elle aimait, et il était mort. Elle ne pouvait pas ouvrir son cœur à nouveau. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Mais quand elle se coucha cette nuit-là, elle ne pensa pas à Thomas. Elle pensa à James, à ses yeux gris, à ses mains qui nouaient habilement des cordes, à sa voix qui disait « Je suis heureux de vous avoir rencontré ». Et pour la première fois en 3 ans, Mary se permit de penser que, peut-être, la vie lui offrait une seconde chance. Peut-être. Mary se tenait devant le miroir, examinant son reflet avec une attention inhabituelle. Dimanche. Le jour où les gens convenables allaient à l'église en ville, et Patrick lui avait rappelé, la veille au soir, qu'il y avait un service le lendemain. Elle n'était pas allée à l'église depuis les funérailles de Thomas. 3 ans qu'elle évitait cet endroit où tout le monde la regardait avec pitié. Mais maintenant, quelque chose l'avait poussée à accepter d'y aller. Elle défit ses cheveux, les peigna jusqu'à ce qu'ils brillent, et les tressa en une natte soignée, qu'elle disposa en couronne autour de sa tête. Quelques mèches blondes s'échappaient et encadraient doucement son visage. Mary enfila sa seule robe convenable, de couleur bordeaux, avec un col haut et des manches longues. Elle avait été cousue avant la mort de Thomas, et elle avait presque oublié à quoi elle ressemblait dedans. La robe soulignait sa taille fine, et la couleur rendait sa peau plus claire et ses yeux plus vifs. Elle se regarda et se reconnut à peine, non pas une fermière épuisée, mais une femme, simplement une femme. Quand elle sortit sur le porche, la matinée était claire et fraîche. James avait déjà attelé les chevaux au chariot et attendait près de la route. Il se tourna en entendant ses pas et se figea. Mary vit son visage changer, ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Et il y avait tant d'admiration dans son regard que Mary sentit ses joues rougir. « Bonjour », dit-elle en descendant les marches, s'efforçant de parler d'une voix égale. « Bonjour, madame », répondit James, la voix un peu rauque. Il s'éclaircit la gorge. « Vous êtes magnifique. » « Merci », Mary détourna le regard, faisant semblant d'ajuster sa jupe. « C'est juste une robe pour l'église. »« Non », dit-il doucement en s'approchant et en lui tendant la main pour l'aider à monter dans le chariot. « Ce n'est pas juste une robe. » Leurs mains se touchèrent, et Mary sentit la chaleur de sa paume à travers son gant fin. Elle s'assit, et James fit le tour du chariot pour s'installer à côté d'elle. Il portait son plus beau costume, sombre, un peu usé au coude, mais propre et repassé. Chemise blanche, cravate, bottes cirées. Il s'était rasé, et ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière. Mary se surprit à penser qu'il était très séduisant. Ils se mirent en route. Patrick, Hank et Charlie suivaient dans un autre chariot. La route était calme, et ils roulaient sans se presser, profitant de la fraîcheur matinale. Mary était assise bien droite, les mains sur les genoux, et sentait James lui jeter des regards de temps en temps. « Vous n'êtes pas allé à l'église depuis longtemps ?» demanda-t-il enfin. « Depuis les funérailles de mon mari, » répondit Mary. « Je ne pouvais pas me forcer à y retourner. Tous ces gens, leurs regards, leurs chuchotements. Pauvre veuve Harris, comment s'en sort-elle seule? Tiendra-t-elle longtemps? Mais vous avez tenu, dit James.
Vous leur avez tous prouvé qu'ils avaient tort. Oui, admit Mary. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour moi d'être parmi eux. James hocha la tête, compréhensif. Si ça devient difficile, dites-le. Nous partirons à tout moment. Mary le regarda, surprise. Il ne disait pas c'est quoi il offrait simplement son soutien, sa disponibilité à partir si elle se sentait mal. C'était inhabituel et agréable. Merci, dit-elle doucement. L'église se dressait sur une colline, un bâtiment en bois blanc, avec un haut clocher. Des chariots et des chevaux étaient déjà rassemblés à proximité. Des gens se tenaient en groupe, discutant avant le début du service. Quand Mary et James arrivèrent, les conversations se turent. Tout le monde se tourna pour les regarder. Mary sentit le poids familier dans sa poitrine. Elle voyait les femmes chuchoter, les hommes jaugeant James du regard. Madame Parker, la couturière, ouvrit de grands yeux et donna un coup de coude à sa voisine. Le vieux Burton se tenait à l'entrée et les regardait avec une curiosité non dissimulée. James sauta du chariot et tendit la main à Mary. Elle la prit et descendit, sentant des dizaines d'yeux sur elle. Mais James ne lâcha pas sa main tout de suite. Il la tint un instant de plus, la regardant dans les yeux comme pour dire « Côte 5 ». Puis il la lâcha et ils se dirigèrent vers l'église. Madame Harris les interpella Madame Parker, leur barrant le chemin. Quelle surprise! Nous ne vous avions pas vu depuis si longtemps, et c'est... Elle regarda James avec un intérêt à peine voilé. C'est votre nouvelle... associée? James Connor, se présenta James en ôtant son chapeau. J'ai acheté la terre à côté de la ferme de Madame Harris. Nous travaillons ensemble. Vous travaillez ensemble? Répéta Madame Parker, et il y avait dans sa voix quelque chose qui fit serrer les poings à Mary. Comme c'est inhabituel. Il n'y a rien d'inhabituel à cela, répondit Mary froidement. Monsieur Connor est un homme honnête, et nous sommes partenaires. Si vous avez autre chose à dire, dites-le franchement. Madame Parker recula, ne s'attendant manifestement pas à une telle répartie. Je ne voulais rien dire de mal, ma chère. Je suis juste heureuse de voir que vous n'êtes pas seule. Ils passèrent devant elle et entrèrent dans l'église. À l'intérieur, il faisait frais et silencieux. Une odeur de cire et de vieux bois flottait dans l'air. Mary s'assit sur un banc au dernier rang et James s'assit à côté d'elle. Patrick, Hank et Charlie s'installèrent derrière. Le service commença et le pasteur parla de miséricorde et de pardon. Mais Mary n'écoutait presque pas. Elle sentait la chaleur de l'épaule de James contre la sienne, entendait sa respiration régulière. Parfois, leurs mains se frôlaient sur le dossier du banc, et chaque contact provoquait un léger courant dans son corps. Après le service, ils sortirent, et plusieurs personnes s'approchèrent pour les saluer. Sam Turner, à qui ils avaient acheté le bétail, serra la main de James et dit qu'il était heureux de voir de bonnes personnes travailler ensemble. Un jeune couple, Emma et John Taylor, de nouveaux colons qui avaient acheté une ferme au nord, firent leur connaissance et les invitèrent chez eux. Même le vieux shérif Mackenzie s'approcha, les regarda attentivement et hocha la tête avec approbation. Mais il y avait aussi d'autres regards, réprobateurs, suspicieux. Mary vit plusieurs femmes se détourner en la voyant. Elle vit quelqu'un chuchoter dans son dos. Elle serra les mâchoires, essayant de ne pas montrer que cela la blessait. Mais James le remarqua. « Partons d'ici », dit-il doucement en posant une main sur son coude. « Nous n'avons rien à faire ici. » Ils se dirigeaient vers le chariot quand on les interpella. « Madame Harris !» Mary se retourna et vit un jeune homme s'approcher d'eux. Robert Finch, le fils du propriétaire du plus grand ranch de la région. Mary se souvenait de lui du temps de Thomas. Ils se connaissaient, faisaient parfois des affaires. Mais Robert avait une mauvaise réputation.
Il était brutal avec ses employés, trompait ses partenaires commerciaux, et une fois, Thomas avait refusé de lui vendre du bétail, après l'avoir surpris en train de truquer le prix. Depuis, Robert n'aimait pas la famille Harris. « Madame Harris, répéta-t-il en s'approchant. Il sentait le whisky, bien qu'il ne soit que midi. J'ai entendu dire que vous vous étiez trouvé un nouvel associé. Vous vous êtes vite installé après que la terre soit passée à un autre propriétaire. » James se tendit instantanément, mais Mary le retint par la main. « Monsieur Finch, dit-elle d'un ton glacial, mes affaires ne vous regardent pas. Je vous prie de nous laisser tranquilles. » « Elle ne me regarde pas, » ricana Robert. « Mais toute la ville parle de vous, une veuve qui vit à la ferme avec un inconnu. C'est indécent, Madame Harris, que vont penser les gens? Votre défunt mari doit se retourner dans sa tombe. » Mary pâlit et James la sentit trembler. N'osait pas parler de son mari, sa voix était basse mais pleine de menaces. Et pourquoi pas? Robert fit un pas de plus, son visage déformé par un rictus méchant. Harris était un raté qui a fait confiance à la mauvaise personne et a tout perdu. Et maintenant, sa veuve saute dans le lit du premier vagabond venu. James s'avança si vite que Robert n'eut pas le temps de réagir. Il l'attrapa par le col et le tira vers lui, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Un mot de plus, » siffla James, « et je te casse les dents ici même, devant l'église. Je me fiche de savoir de qui tu es le fils, Robert Blémick. » Malgré sa bravade d'ivrogne, il voyait dans les yeux de James qu'il était prêt à mettre sa menace à exécution. Sa main tressaillit vers sa ceinture, où pendait un pistolet. Mais James fut plus rapide. Son colt était déjà pointé sur le ventre de Robert, dissimulé au regard par les plis de son manteau. « N'essaie même pas, » dit James. « Tu n'auras même pas le temps de toucher la crosse. » Quelques hommes commencèrent à s'approcher, sentant la tension. Le shérif Mackenzie se fraya un chemin à travers la foule. « Que se passe-t-il ici ?» James lâcha Robert, rangea son pistolet dans son étui. « Rien, shérif. Monsieur Finch a juste oublié ses bonnes manières. Je les lui ai rappelées. » Mackenzie regarda Robert qui se frottait la gorge, puis Mary qui se tenait pâle mais la tête haute. « Robert, » dit le shérif d'un ton las, « rentre chez toi. Dessoule. Et te tiens ta langue si tu ne veux pas de problème. » « Allez tous au diable, » marmonna Robert. Mais il recula et se dirigea vers son cheval. La foule commença à se disperser en chuchotant. Mary voyait différents visages. Certains la regardaient avec sympathie, d'autres avec réprobation, d'autres simplement avec curiosité. Elle s'en moquait. Elle prit la main de James. « Rentrons à la maison, » dit-elle doucement. Ils montèrent tous dans le chariot et partirent dans un sens sans se retourner. La route du retour fut silencieuse. Mary regardait les champs, les collines, le ciel, essayant de se calmer. James ne disait rien, se contentant de conduire les chevaux, mais sa présence à ses côtés était apaisante. Quand ils arrivèrent à la ferme, le soleil était déjà haut. James aida Mary à descendre du chariot, et elle s'attarda, ne lâchant pas sa main. « James, » dit-elle, et pour la première fois, elle l'appela par son prénom, sans le « écoute, sire. Je suis désolé que vous ayez eu à affronter ça. Robert, les commérages. Je ne voulais pas vous mêler à mes problèmes. »« Ce ne sont pas vos problèmes, » répondit-il en la regardant sérieusement. « Ce sont les problèmes des gens qui ne savent pas s'occuper de leurs propres affaires. Et je ne regrette pas d'avoir pris votre défense. Je le ferai toujours si nécessaire. » Mary plongea son regard dans ses yeux gris et sentit quelque chose se briser en elle. Les murs qu'elle avait construits pendant 3 ans se fissuraient en s'effondraient. Elle ne le voulait pas. Elle avait peur. Mais elle ne pouvait pas l'arrêter. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi faites-vous tout ça ? Vous m'avez laissé la maison, vous travaillez sur ma terre. Vous me protégez.
Pourquoi? James resta silencieux un long moment. Puis il leva lentement la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts étaient un chaud, un peu rugueux à cause des callosités. Il toucha sa joue, passa son pouce sur sa pommette, et Mary ferma les yeux, sentant son cœur battre follement. « Parce que vous le méritez, dit-il, parce que je ne peux pas supporter que quelqu'un vous fasse du mal. Et parce que je ressens pour vous quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour personne de toute ma vie. » Mary ouvrit les yeux. Ils étaient si proches qu'elle voyait chaque ride sur son visage, chaque étincelle grise dans ses yeux. Elle aurait dû reculer, aurait dû dire que ce n'était pas bien, que c'était trop tôt, qu'elle n'était pas prête. Mais au lieu de cela, elle fit un pas de plus. Et quand James se pencha vers elle, elle ne l'arrêta pas. Leurs lèvres se rencontrèrent avec prudence, presque avec hésitation. James l'embrassait comme si elle était une chose fragile, précieuse, qu'on pouvait facilement briser. Mary posa ses mains sur sa poitrine, sentant les muscles fermes sous sa chemise, les battements de son cœur. Le baiser fut long, lent, rempli de tout ce qu'il ne s'était pas dit. Quand ils se séparèrent, Mary était à bout de souffle. James pressa son front contre le sien, tenant son visage entre ses paumes. « Mary, murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. Je ne veux pas vous presser. Si c'est trop rapide... » Non, l'interrompit-elle. Non, ce n'est pas trop rapide. C'est juste. Effrayant, mais juste. Ils restèrent ainsi, enlacés au milieu de la cour, et Mary sentit les derniers fragments de ces murs tomber. Elle s'ouvrait de nouveau, se permettait de ressentir, se permettait d'espérer. Et c'était la chose la plus effrayante et la plus belle qui lui soit arrivée ces 3 dernières années. Ce soir-là, ils le passèrent ensemble sur le porche. James était assis sur les marches, Mary sur le vieux fauteuil à bascule que Thomas avait fabriqué pour elle. Ils regardaient le soleil se coucher derrière les collines, peignant le ciel d'orange et de pourpre. Les oiseaux chantaient leur chant du soir, une vache meuglait dans son enclos, un chien aboyait au loin. « Racontez-moi votre vie, » demanda Mary, « avant que vous n'arriviez ici. Je veux savoir. » James s'adossa sur un coude, regardant au loin. « J'ai été dans beaucoup d'endroits. Après la mort de mon père, j'ai erré dans l'Ouest, cherchant un endroit où je pourrais m'installer. J'ai travaillé dans des ranchs au Montana, abattu des arbres en Oregon, participé à des convois de bétail au Kansas. J'ai vu des endroits magnifiques et des endroits horribles. J'ai rencontré des gens bien et des crapules. Mais je ne suis jamais resté nulle part. J'avais toujours l'impression de chercher quelque chose, sans savoir quoi. Et vous l'avez trouvé ici? » James se tourna vers elle, et ses yeux contenaient la réponse avant même qu'il ne prononce les mots. « Je vous ai trouvé, vous. » Mary sentit ses joues brûler. Elle n'était pas habituée à de tels mots, à une telle attention. « Je suis une femme ordinaire, James, rien de spécial. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, » objecta-t-il. « Vous êtes forte, intelligente, belle. Vous avez survécu là où d'autres auraient été abandonnés. Vous vous battez pour ce qui est important pour vous, c'est ça qui est si spécial. » Mary resta silencieuse, ne sachant que répondre. Thomas lui faisait aussi des compliments, mais ils étaient différents, légers, enjoués. James parlait sérieusement, mettant du sens dans chaque mot. « J'ai peur, » avoua-t-elle doucement. « J'ai perdu Thomas, et ça a failli me tuer. Je ne sais pas si je pourrais survivre à une autre perte. » James se leva et s'approcha d'elle, s'accroupissant à côté du fauteuil. Il prit sa main dans les siennes. « Je ne peux pas promettre que rien n'arrivera, dit-il. La vie est imprévisible. Mais je peux promettre que je serai à vos côtés aussi longtemps que je le pourrai, que je prendrai soin de vous, que je ne vous ferai pas de mal intentionnellement. C'est tout ce que je peux offrir. » Mary regarda leurs mains enlacées.
ses grandes paumes cailleuses, ses doigts fins, si différents, mais si bien ensemble. « D'accord, murmura-t-elle. Essayons. Lentement. » Lentement, accepta James en souriant. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les étoiles apparaissent une à une dans le ciel, s'allumant comme de petits espoirs. Et Mary pensa que, peut-être, la vie donnait vraiment de secondes chances. Peut-être que le bonheur était possible même après la douleur. Peut-être que l'amour arrivait quand on s'y attendait le moins. Et peut-être qu'il était normal de se permettre de croire à nouveau. L'automne arriva de manière inattendue. Un matin, Mary se réveilla et vit que l'herbe était couverte de givre et que son souffle se transformait en vapeur blanche. Elle jeta un châle de laine sur sa chemise de nuit et sortit sur le porche. L'air était vif, presque froid, mais pur et clair. À l'est, le ciel se teintait d'un rose tendre, promettant une journée ensoleillée. La récolte avait été rentrée 2 semaines plus tôt. Le blé que James et elle avaient ensemé au printemps avait bien donné, pas un record, mais assez pour le vendre en ville avec un bénéfice. Les légumes du potager étaient en conserve et alignés dans la cave. Des bocaux de tomates, de concombres, de haricots. Le bétail était engraissé et prêt pour l'hiver. La ferme vivait, respirait, prospérait. Pour la première fois en 3 ans, Mary n'avait pas peur du froid. Elle entendit des pas et se retourna. James remontait le sentier depuis le ruisseau, portant 2 seaux d'eau. Il le faisait chaque matin, remplissait les abreuvoirs pour le bétail, apportait de l'eau fraîche à la maison. Mary lui disait qu'elle pouvait le faire elle-même, mais il se contentait de sourire et de continuer. Certaines habitudes étaient impossibles à changer. « Bonjour » dit-il en posant les seaux sur le porche. « Il commence à faire froid. Bientôt les premières neiges. »« Je sais » répondit Mary en frissonnant sous son châle. « Mais nous sommes prêts. Le bois est rentré, les provisions sont faites. » James la regarda, et il y avait dans son regard une chaleur qui réchauffait mieux que n'importe quel feu. « Nous sommes prêts » répéta-t-il en insistant sur le premier mot. Les 2 derniers mois avaient changé beaucoup de choses. Après ce dimanche, après le baiser dans la cour, une nouvelle proximité s'était installée entre eux. Ils vivaient toujours séparément, James dans son abri près du ruisseau, Mary dans la maison, mais passaient presque tout leur temps ensemble. Ils travaillaient côte à côte, mangeaient ensemble, discutaient pendant les longues soirées. Parfois, James lui prenait la main quand ils étaient assis sur le porche. Parfois, elle le laissait la serrer dans ses bras quand il faisait froid. De petits gestes, mais chargés de sens. La ville continuait de jacasser. Mary le savait. Mais elle s'en moquait. Qu'ils disent ce qu'ils voulaient. Elle avait trouvé quelque chose de vrai. Et n'allait pas y renoncer pour l'opinion des autres. « Il faut aller en ville aujourd'hui, » dit James, interrompant ses pensées. « Vendre les derniers cochons. Et récupérer l'argent de Turner pour le blé. » Mary hocha la tête. « Je peux pas maman sauton. Je prépare le petit déjeuner, et nous partirons. » La ville les accueillit avec son bruit habituel. Coups de marteau, grincement de chariot, voix des marchands. Ils s'arrêtèrent à l'enclos de Sam Turner, qui sortit à leur rencontre en souriant. « Madame Harris, James, ravi de vous voir. Vous venez pour l'argent ?»« Et pour vendre les cochons, » répondit James. 3 bêtes bien grasses, d'un bon poids. Sam examina les animaux, hocha la tête avec approbation et annonça un prix. James regarda Mary. Elle calcula mentalement, puis acquiesça. Le prix était juste. L'affaire fut rapidement conclue, et Sam compta l'argent. D'abord pour le blé, puis pour les cochons. Mary rangea les billets dans une bourse en cuir qu'elle portait sous son gilet. C'était leur argent, gagné ensemble. « J'ai entendu dire que vous aviez eu une bonne récolte, » dit Sam alors qu'il s'apprêtait à partir. « Les gens disent que la ferme Harris est de nouveau sur pied. Ce sont de bonnes nouvelles. »« Merci Sam, » répondit Mary. « Nous avons fait de notre mieux. » En s'éloignant, James demanda à voix basse.
Que voulez-vous faire de l'argent? Nous avions convenu de partager. Mary s'arrêta au milieu de la rue, le regardant. Je ne veux pas partager, dit-elle. James fronça les sourcils. Mais nous avions convenu... Je veux que cet argent reste commun, l'interrompit Mary. Que nous le dépensions pour la ferme, pour ce dont nous avons besoin tous les deux. Pas ton argent et le mien. Le nôtre. James la regarda longuement, et ses yeux reflétaient sa compréhension. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de confiance, de partenariat, d'avenir. Le nôtre, accepta-t-il en souriant. Ils entrèrent dans une boutique pour acheter des provisions. De la farine, du sucre, du café, des clous pour réparer la grange. Mary se tenait au comptoir, choisissant du tissu pour de nouveaux rideaux, quand elle entendit une voix familière derrière elle. Madame Harris. Elle se retourna et vit William Jackson. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main. Il avait l'air plus mal en point que la dernière fois. Le visage émacié, des cernes sombres sous les yeux, le costume froissé. Quelque chose en lui avait changé, et pas pour le mieux. James se plaça instantanément à côté de Mary, mais elle posa une main sur son bras pour l'arrêter. « Monsieur Jackson, » dit-elle froidement, « que voulez-vous » Jackson fit un pas en avant, et le vieux Burton, le propriétaire de la boutique, se crispa derrière son comptoir. « Je voulais... » Jackson hésita puis continua. « Je voulais m'excuser. » Un silence s'installa dans la boutique. Mary n'en croyait pas ses oreilles. « Vous excusez » répéta-t-elle. Oui, Jackson baissa les yeux. « Pour ce que j'ai fait. Vendre la ferme sans vous le dire. Je savais que vous y viviez. Je savais que c'était mal, mais j'avais besoin d'argent, et j'ai agi comme un lâche. » Mary sentait la colère monter en elle. Mais curieusement, elle n'était pas aussi vive qu'avant. Elle regardait cet homme qui avait détruit sa vie, et voyait non pas un monstre, mais un homme pitoyable et brisé. « Pourquoi dites-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que j'ai tout perdu, » répondit Jackson amèrement. « L'argent de la ferme, je l'ai perdu aux cartes. Ma maison a été saisie par la banque, ma femme est partie. Je n'ai plus rien, et j'ai compris que je le méritais. Toute ma vie, je n'ai fait que tromper les gens, et voilà le résultat. » Il leva les yeux, et ils étaient pleins de désespoir. « Je ne demande pas votre pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que je regrette. » Mary resta silencieuse, digérant ses paroles. Une partie d'elle voulait lui crier dessus, le chasser, lui dire que ses excuses ne changeaient que rien. Mais une autre partie, celle qui avait appris à pardonner au fil des mois, qui avait appris à laisser le passé derrière elle, ressentait autre chose. « Vous avez raison, » dit-elle enfin. « Vous ne méritez pas le pardon, mais je vous pardonne quand même. Non pas pour vous, mais pour moi, parce que je ne veux pas porter de la haine dans mon cœur. » Jackson hocha la tête, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Il se retourna et sortit de la boutique sans un mot de plus. James passa un bras autour des épaules de Mary. « Vous êtes une femme incroyable, » murmura-t-il. « Je n'aurais pas pu pardonner si facilement. »« Ce n'était pas facile, » répondit Mary. « Mais je suis fatigué de haïr. Je veux juste vivre. » Ils finirent leurs achats et sortirent dans la rue. Le soleil était haut et la journée s'était réchauffée. Mary se sentait légère, comme elle ne s'était pas sentie depuis longtemps. Comme si elle s'était débarrassée d'un lourd fardeau qu'elle portait depuis des mois. Mary James s'arrêta au milieu de la rue, la regardant. « Je veux te dire quelque chose. » Elle se tourna vers lui, et quelque chose dans son visage fit battre son cœur plus vite.
J'y pense depuis longtemps, continua-t-il. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs mois. Nous avons construit quelque chose de bien. Pas seulement une ferme, mais nous. Ce qu'il y a entre nous. Et je ne veux pas que ce soit temporaire. Il lui prit les mains, sans se soucier des passants qui commençaient à s'arrêter et à regarder. Je veux que tu deviennes ma femme, Mary. Je veux que nous vivions ensemble, dans la même maison, comme une famille. Je veux me réveiller à tes côtés chaque matin et m'endormir chaque nuit en sachant que tu es là. Je t'aime. Je crois que je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu avec ce fusil sur le porche. Mary se tenait là, incapable de respirer. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle n'essayait même pas de les arrêter. « Je sais que tu as aimé ton mari, » continua James, « et je n'essaie pas de le remplacer. Je veux juste être là. Je veux t'aimer comme tu le mérites. Si tu me le permets, Mary plongea son regard dans ses yeux gris, si sincères, si pleins d'espoir, et sentit ses dernières craintes fondre. Oui, elle avait aimé Thomas. Elle chérirait toujours sa mémoire. Mais un cœur peut aimer à nouveau. Il peut s'ouvrir, malgré la douleur. Il peut guérir. Oui, murmura-t-elle. Oui, James. Je veux bien être ta femme. Il l'attira à lui et l'embrassa, en plein milieu de la rue, aux yeux de toute la ville. Et Mary n'eut pas honte. Elle l'enlaça, répondant à son baiser, sentant la joie l'envahir. Quand ils se séparèrent, une petite foule s'était formée autour d'eux. Certains applaudissaient. Sam Turner criait ses félicitations. Même Madame Parker souriait, bien qu'elle ait l'air légèrement choquée. Ils montèrent dans le chariot et rentrèrent à la maison, se tenant la main. Mary regardait la route familière, les champs, les collines, et pensait à quel point sa vie avait changé. Quelques mois plus tôt, elle se tenait sur son porche avec un fusil, prête à défendre la dernière chose qui lui restait. Et maintenant, elle rentrait chez elle avec l'homme qu'elle aimait. Des projets d'avenir et de l'espoir dans le cœur. Le mariage fut simple. Ils se marièrent dans la même église, un dimanche, 2 semaines après la demande. Mary portait une nouvelle robe qu'elle avait cousue elle-même, de couleur crème, avec une broderie au col. Elle avait laissé ses cheveux détachés, et ils tombaient en vagues sur ses épaules, blonds et brillants. James portait son plus beau costume, et quand il la vit entrer dans l'église, ses yeux s'emplirent de larmes. Patrick, Hank et Charlie étaient leurs témoins. Quelques voisins vinrent assister à la cérémonie. Le pasteur parla d'amour, de fidélité et de nouveau départ. Et quand il les déclara mari et femme, James embrassa Mary si tendrement, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il possédait. Après la cérémonie, ils organisèrent une petite fête à la ferme. Patrick apporta sa guitare et joua des airs joyeux. Sam Turner vint avec sa femme et leur offrit une nouvelle couverture. Emma et John Taylor apportèrent une tarte. Même le shérif Mackenzie passa un instant, serra la main de James et dit à Mary qu'il était heureux de la voir heureuse. Quand le soleil se coucha et que les invités furent partis, James et Mary se retrouvèrent seuls. Ils se tenaient sur le porche, enlacés, regardant le ciel étoilé. « Je te donne ma maison, » dit James doucement. « Tu m'as crié un jour que je t'avais pris ta maison. Maintenant, je te la donne, entièrement. Elle est à toi, et moi aussi. » Mary se tourna vers lui. L'enlaçant par le cou, « C'est notre maison, murmura-t-elle. Pas la mienne, pas la tienne, la nôtre, comme tout le reste. » Ils entrèrent dans la maison, leur maison, et fermèrent la porte derrière eux. À l'intérieur, un feu brûlait dans la cheminée, projetant une lumière chaude sur les murs. Mary regarda la photo sur le manteau de la cheminée. Else et Thomas le jour de leur mariage. Elle s'approcha, prit le cadre, passa un doigt sur le verre. « Je me souviendrai toujours de toi, » murmura-t-elle à la photo. « Merci pour les années que nous avons passées ensemble. Merci de m'avoir appris à aimer. Mais maintenant, je dois continuer à vivre. »
J'espère que tu comprends. Elle reposa la photo et se tourna vers James. Il se tenait là, la regardant avec compréhension et patience. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête », répondit Mary. Ils montèrent dans la chambre. Et cette nuit fut remplie de tendresse, de découverte, d'intimité. James l'aima lentement, avec précaution, comme s'il craignait de lui faire mal. Mary lui répondit, se permettant d'être vulnérable, le laissant voir toutes ses cicatrices et ses peurs. Et quand ils furent allongés ensuite dans le noir, enlacés, elle se sentit vraiment chez elle pour la première fois en 3 ans. L'hiver fut doux. La neige recouvrait les champs d'un manteau blanc, mais le gel n'était pas mordant. Mary et James passaient de longues soirées près du feu, planifiant la saison suivante. Ils décidèrent d'agrandir le potager, d'acheter quelques vaches de plus, peut-être de construire une nouvelle grange. L'abri près du ruisseau fut démonté. Les bûches serviraient de bois de chauffage. Patrick, Hank et Charlie emménagèrent dans la grange rénovée, où James les avait aidés à aménager un espace de vie chaud et confortable. Un soir, alors qu'une tempête de neige faisait rage dehors, Mary était assise près du feu, raccommodant une chemise de James. Il était allongé par terre, la tête appuyée sur sa main, et lisait un vieux journal. La scène était si domestique, si paisible, que Mary s'arrêta un instant, le regardant simplement. « Qu'y a-t-il » demanda James, surprenant son regard. « Rien » sourit Mary. « Je pense juste à la chance que j'ai. » « C'est moi qui ai de la chance » objecta-t-il en posant son journal et en rampant jusqu'à son fauteuil. Il posa sa tête sur ses genoux, et Mary se mit à lui caresser les cheveux. « Tu sais, » dit-elle doucement, « le premier jour où tu es arrivé, je te détestais. Je pensais que tu étais un ennemi, que tu venais tout me prendre, et je me suis avéré être celui qui t'a tout donné, » termina James. « Oui ?» Mary se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu m'as donné une maison, mais le plus important, c'est que tu m'as donné toi-même. Et ça vaut plus que n'importe quelle maison. » Ils restèrent ainsi en silence, écoutant le crépitement du bois, le hurlement du vent dehors. Et Mary pensait à quel point la vie était étrange. Comment du moment le plus terrible pouvait naître quelque chose de magnifique. Comment la perte pouvait mener à une nouvelle acquisition. Comment une fin pouvait devenir un commencement. Elle avait perdu une maison, mais trouvé l'amour. Perdu son passé, mais gagné un avenir. Et maintenant, assise dans la chaleur de sa maison, son mari à ses côtés, elle savait une chose. La vie continue, et elle est belle malgré tout. Au printemps, ils planteraient de nouvelles graines, feraient une nouvelle récolte, élaboreraient de nouveaux plans. Mais pour l'instant, c'était l'hiver, la chaleur, la paix, et l'amour qui réchauffe plus que n'importe quel feu. Mary regarda la fenêtre, où les flocons de neige tourbillonnaient derrière la vitre, et sourit. Quelque part là-bas, en ville, dans d'autres fermes, des gens vivaient leur vie. Et ici, dans sa maison, battait le cœur de son nouveau monde. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Let's have some fun. This beat is sick. Search the vibe change. Are you fine? Don't worry. That's why it's there. Oh, marmalade. Ugh. I'm poop. No, you're not. No distractions. What do I get? Okay. Yay! Look at that. Well fought. Oh, he walked through. Okay. Oh my god. Ow. My ult's ready. I was looking at the map.
What? Are you dominant? Like right hand dominant? Or left hand? Who's next? Sorry, I sound like a freaking dolphin there. Making cover. Yeah, you did. Oh my god. Joke's over. You're dead. Eee. Oh, nice. Are you a London Road man? What does that mean? What that mean? What that mean? What that mean? Mm-mm-mm-mm. I don't know how many of these things I got, so I'm just gonna keep sending them. Which one? The rose. Oh, thanks for the roses. It's a big hiccup. Okay. Okay, you ready? For comp. Yeah. Okay. Oh, I like that ISO card. Oh, wait, let me message her. Mm-hmm. I always have my I don't things know. on caps. I don't know these songs that I've been playing. Oh. I'll play it again for you. Huh? Um. Would you meow for a galaxy? I'll meow for a galaxy. Can't do it before it though. Do it after. That's crazy. What the fuck's a galaxy? It's like how you give roses. I could be like AI. Thanks for the rose. Oh my god, like the fucking ice cream one? Oh, how did it go? Like, ice cream's so good or Ice something cream's like so that. good. I don't see her around anymore. Alright, you ready? Yeah, I'm ready. She does the blue and white app. That's crazy. Don't spread lies. What? The blue and white app now. Oh, hell no. Hell no. Right. It was a phenomenal performance. I actually cried. I love you guys so much. No, Wait, I but need she to said see she's it. gonna. She said that she's gonna sell my pictures on that or make me do it. Yeah, I said I'd be fine if he did that. I'm not fine. She's basically selling me. I'm Cause I and showed she's him a trying. mansion. I'm like, do you have this amount of money? What's about mansion? It was just like a regular house, but like 10 bedrooms. Mansion. In Alabama, we could get that for 200 Oh, does she actually? grand. Wait, I did not know that. Oh. Does she actually? Oh, Oh, she has to each their own. that. To each their own. Oh, I didn't know that's that. crazy. I was gonna say, I wonder what happened to her. I don't know if I said that out loud or not, or just thought Well, of it. that's what you said. Oh, okay, I did say it. Yeah, I was like, I wonder what happened to her because I don't see her on TikTok anymore. Thank you, Runa. Do I call you Runa? Or Runa Mew? What would you like to go by? I don't know why. Angie? Is it Angie or Angie? Like angry? Angie, I like the angry. cat. The Super Bowl halftime was pretty good. Angela, Angie. Okay. Angie. Pretty. I was gonna say I kept reading as a roomie from like K-pop. Oh, I want to rewatch it. Me too. Breeze. I need to get popcorn. Huh? I need to get popcorn.
It's just spelled inky. Hello. Hello. GG. I can do smoker initiator. GG. Uh-huh. Can I do harbor? If you want, go for it. What's with the emo rock? Girl, what? Girl, Pierce the bot. Fair warning, mouse. Don't play often. Same. Yeah, fuck it, why not? Same. Don't worry. Listen, Sage is lying. Sage is lying. They just want you guys to dodge. So do not take her seriously. She's a fucking idiot. She's my duo. I'm chilling. I'm chilling. I'm chilling. Sorry. No, don't change. I I didn't. It mute. went to the next song. What do you mean? You want it back? I'll put it back again. Actually, I'll just play them. We'll just do popular. The other team's dodging, I think. Oh no, No. they're not. All right. Okay, they went Omen as well. Cool. Veto. Veto. What? They have veto. I don't think I don't know if Veto is like the greatest on this map, honestly, because it's so big. Even now. We love emo rock in this household. Hooray! Okay, I need to put my audio. It's not back up. emo, but I'm sad to hear about the 3-door sound singer. Oh yeah, Boss did tell me about that yesterday. Oh, that's a cute one. That is cute. Actually, Airbnb. Mid. There's no A or B. It's mid. Mid every time? Yes. okay. I like it. Set up part. But our Sage is throwing. I'm just letting you know because how dog shit she is. Cover going out. Do I need to save this Sage? No. He seems kind of toxic. Flash out. Clearing out. Well, it's gonna be by orange, I think. Plant the spike. Time out. No, I have a thing. Right Spikes down. One's close to you. Find it. One's the orange box. Accuracy. Placing swarm grenade. I'm fucked here, by the way. Oh. One's water. Tied down. there. Enemy spotted. Oh fuck. 54 veto. One enemy Randy. remaining. Last Oh. player standing. 30 on Spike. Nice. Jump. Sorry. Fine. Oh, nah. Oh no. You'd swear you got a knife go. Oh my god.